Enfin, le 10 août fut décidément fixé par les conjurés. Le bataillon de Saint-Antoine, dans lequel je servais, n'était pas décidé à prendre parti dans cette journée, quoique peu commandant ou royaliste des cités, mais ma compagnie de chasseurs était commandée par les fils, jeune architecte plein de résolutions et dans lesquels notre confiance était entière. Il nous fit prévenir à 2 heures du matin. La majeure partie de la compagnie a réuni à Louis. Nous prîmes à 4 heures la route des Tuileries. Un triste spectacle nous fut offert le long du chemin. Des groupes nombreux d'armes de peuple, armés de sabres, des piques, des pistolets, traversaient la rue Saint-Antoine, puis se rendre au Faubourg, et nous regardaient en donne. Oui, menaçants, étonnés de nous voir prendre un autre chemin, et quelques-uns nous accabléons d'injures. D'autres appelaient le voisin. Les femmes étaient aux fenêtres, ou embrassaient dans les rues leurs maris et leurs fils en pleurant. La sombre énergie de ces hommes était peinte sur leur visage et dans tous leurs mouvements. Le silence le plus profond régnait sur les quais à mesure que nous avancions. Les jeux semblaient reculer devant le spectacle épique et présenter une vie libre à toutes les horreurs d'une guerre civile et du plus grand attendant. Nous arrivâmes dans le cœur des Tuileries un peu avant 5 heures du matin. Le château, à cette époque, ne présentait pas le spectacle imposant qui en fait maintenant une des plus nobles résidences royales. Cette grande cour, séparée de la place dans toute sa longueur par un gris, était divisée en 3 parties, des maisons et des murs encombrant chaque espace. À la place des grilles étaient élevées des masures coupées par des marchands, et la grande entrée n'était fermée que par une porte à 2 patins. Peu après notre arrivée dans le cœur du milieu, une compagnie d'artillerie de la section des Blanc-Manteau. Il fit son entrée avec 2 pièces de canon au cri de « Vive le roi !» Les bataillons de Petite Père et les filles Saint-Thomas. Nous avions précédé et étions en bataille dans cette queue. Nous nous réunîmes bientôt et nous prodiguons les plus touchants témoignages d'amitié, de fidélité au roi et de haine aux factieux. À 5 heures, on nous annonça que le roi allait nous passer une revue et parut bientôt accompagné de quelques officiers de sa maison et une vingtaine de personnes en habits de vie, armés d'espagnols, de pistolets ou de fusils. Sa tranquillité froide et apathique faisait mal à voir dans une si terrible position. Il nous dit en passant quelques mots que nous entendîmes pas, et bientôt il remonta au château. Cette insignifiante apparition fit une impression fort triste. Nous en fûmes distraits promptement par les grenadiers du bataillon des filles Saint-Thomas, qui nous inviteront à signer une proclamation en faveur du roi, faite par un de leurs officiers. Nous nous rendîmes dans une salle au rez-de-chaussée, qui depuis servit d'antichambre de la section de l'intérieur du Conseil d'État. Cette brave homme, blessé quelques jours avant par les Marseillais aux Champs-Élysées, s'était fait porter sur une civière aux Tuileries, et nous eûmes le plaisir de l'embrasser. Il me paraît difficile qu'il n'ait pas péri quelques heures plus tard. Je regrette bien vivement de n'avoir pu retrouver son homme. Les émissaires envoyés au faubourg Saint-Antoine nous annoncions de temps en temps qu'elle, l'ennemi se mettait en marche et allait arriver. Nous étions bien déterminés à le repousser. Cependant, un dévouement simple à la cause du roi pouvait seul nous fermer les yeux sur notre petit nombre et sur l'extravagance de notre position. J'affirme comme vrai que nous n'étions pas 300 hommes dans la principale cour et qu'il n'y avait personne dans celle du pavillon de Fleur et du pavillon Marsan. Les Suisses occupaient tous les appartements du château et pour qu'il n'y manquât rien. Le général en chef de cette armée, si bien disposé était où M. de Wittenhoff, vieillard plus que sexagénaire,
qui parlait au français barbare, qui ne connaissait ni la France ni Paris, qui marchait péniblement, et qui certainement n'avait pas la moindre idée ni des ennemis qu'il avait à combattre, ni de la position qu'il avait à défendre. En vérité, si les Jacobins avaient été chargés de disposition des assiégés et du choix du général en chef, ils n'auraient pas mieux fait. L'approche de l'ennemi détermina le roi à se réfugier dans l'Assemblée législative un grenadier. Et la garde nationale vint nous raconter qu'il avait porté dans ses bras le prince royal sur la terrasse de Fouillane, et toutes les insultes que la famille royale avait essuyées dans sa marche de la part de la populace qui déjà remplissait cette partie du jardin. Peu après, M. Roederer syndic au président du territoire du département de la Seine, vint au milieu de nous et nous invita, au nom de la loi, à ne pas attaquer, mais à repousser la force par la force. Son discours était fort sage, sans doute, mais qu'avions-nous à défendre? Était-ce le château et ses meubles? Étions-nous un poste avancé où le roi, en abandonnant sa résidence, peut se réfugier au sein de l'Assemblée, ne déclarait-il pas qu'il s'élèverait à elle? Quel était maintenant le souverain et quel seul par conséquent devait donner des ordres? Cette retraite du roi et les discours de M. Roederer jetteront le découragement et la confusion dans la garde nationale. Les canonniers du bataillon des Blancs-Manteaux jetteront leurs bricoles, mireront les pieds sur leur mèche, en déclarant qu'il n'y avait plus rien à faire puisqu'il n'y avait plus de roi à défendre.